Voilà. Donc merci beaucoup, merci de m'avoir invité pour participer aujourd'hui. Merci à ceux, comme l'a dit le professeur Desroches, qui sont venus par une si belle matinée de début d'été. Et donc je vais continuer un peu où ont commencé le professeur Desroches et Michael, puisque tous ceux qui ont étudié les manuscrits de Fustat savent donc qu'ils ont été trouvés au sein de ce monument des débuts de l'islam, la première mosquée construite en Égypte dans les années 640, la mosquée de Amr, donc à peine une décennie après la mort du prophète. On sait, à travers des témoignages qui ont été rassemblés par François Desroches, que les manuscrits de cette bibliothèque de Fustat ont été pour la plupart découverts autour de 1800 par Ulrich Setzen, Jean-Joseph Marcel et les hommes de Mourad Bey, l'homme fort de l'Égypte à l'époque. Et on sait, par des mentions laconiques dans leurs témoignages, qu'ils ont été trouvés dans des recoins obscurs de la mosquée. Et on a un autre point de départ pour nous aider à essayer de comprendre ce phénomène, qui est l'article de Joseph Sadan d'il y a une trentaine d'années, Geniza and Geniza-like Practices in Islamic and Jewish Traditions, où Sadan étudie un traité ottoman tardif, 1697, qui résume des opinions juridiques sur le traitement des Corans hors d'usage. Et les manières de faire qui sont listées dans ce traité incluent l'enterrement, qui semble avoir été le plus commun, la combustion, le lavage à l'eau courante dans une rivière et le dépôt dans un endroit pur. Donc mon but, dans les quelques minutes qui vont suivre, va être de creuser un peu plus cette question. Tout d'abord en présentant la mosquée telle qu'elle existait dans les premiers siècles de l'islam, lorsque la majeure partie de ces dépôts a dû être formée, puis en mettant l'espace de la mosquée en rapport avec les Corans qui s'y trouvaient. Et ces éléments vont me permettre de dégager quelques problématiques autour des dépôts et de lancer quelques idées dans ce qui reste une réflexion en cours. Donc, notre mosquée, la mosquée de Amr, la grande mosquée de Fustat, fut fondée vers 642 par Amr ibn al-As, un compagnon du prophète. Elle est agrandie en 673, donc dans le petit carré blanc, vous voyez la mosquée d'origine, et puis le premier carré qui l'entoure, ce sont les premiers agrandissements en 673, une reconstruction en 699, mais l'histoire du monument qui nous intéresse vraiment commence entre 700 et 712, lorsque le gouverneur omeyyade d'Égypte, Qurra ben Sharik, fait agrandir le périmètre de la mosquée vers le côté sud-est. Et donc, de ce petit bâtiment qu'on a là, la mosquée arrive à ce périmètre et probablement l'alignement de ces deux murs reste depuis l'époque omeyyade. Et il semble que Qurra ben Sharik mette en place à ce moment un schéma décoratif typiquement omeyyade qu'on peut comparer à celui de la grande mosquée de Damas dans ses grandes lignes. Et à travers des descriptions du Xe siècle, on sait que dans ces grandes lignes, le schéma reste en place jusqu'au Xe siècle avec des mosaïques, des colonnes de marbre. Mais on sait que cette mosquée devait être de facture plus modeste que celle de Damas. Elle est plus petite, les mosaïques sont d'ampleur limitée, d'après les quelques descriptions qu'on en a. Les sources ne mentionnent pas de plaquages de marbre qui sont typiques des grandes mosquées omeyyades construites dans les années 710, dont Damas est la principale qui survit aujourd'hui. Et ces chapiteaux de colonnes ne sont pas dorés, alors qu'ils l'étaient tous à Damas et aussi à la mosquée du prophète à Médine. On sait également, grâce à un texte aujourd'hui perdu de Murtada ibn al-Afif, un texte du XIIIe siècle dont on a une traduction française du XVIIe siècle, que la mosquée de Fustat avait une inscription de fondation omeyyade, dont on nous dit qu'elle était écrite sur des tables vertes
On ne sait pas au juste de quoi il s'agit, mais cela semble correspondre à un lawh akhdar qui est mentionné par Al-Makrizi, donc un historien du XIVe siècle, dans une liste de lieux où prier dans la mosquée pour obtenir des grâces. Donc, on a une mosquée omeyyade à l'époque de Qurra ben Sharik, et quelques années plus tard, entre 716 et 719, un Bayt al-Mal, c'est-à-dire un trésor public, fut construit. Il n'y en a aucune trace qui demeure aujourd'hui et les descriptions ne sont pas très précises. Une description nous dit qu'il se trouvait en face du minbar. Vous avez ici la coupole du trésor de la grande mosquée de Damas qui survit. Donc, il se trouvait en face du minbar, ce qui suggère un alignement à droite du mihrab de la mosquée, l'emplacement du pupitre pour les sermons. Et Ibn Rusta note vers 900 que c'était une coupole sur colonne sous laquelle les gens pouvaient passer ou s'asseoir. Et donc cela suggère un édifice semblable à celui de Damas. Et il faut se rappeler aussi que sous la coupole à Damas, il y a une petite coupole ici qui est assez plate. Et dans le cas de Fustat, on ne sait pas en quoi consistait l'élévation du bâtiment. Ibn Rusta nous dit aussi que le Bayt al-Mal ne touchait pas le plafond et qu'on y avait accès grâce à une arche, probablement donc une échelle, tirée par une corde qui semble avoir été accrochée au plafond. Et une réparation du plafond à l'époque ayyubide a fait créer une trappe à cet endroit, ce qui a résulté dans un vol dans le Bayt al-Mal. Donc il semble que, à l'inverse du Bayt al-Mal de Damas, celui de Fustat se soit trouvé sous un toit, soit dans la salle de prière, donc de ce côté-ci de la mosquée omeyyade, soit de l'autre côté de la cour. Donc la mosquée omeyyade a plus ou moins ces dimensions-là, et donc c'est peut-être quelque part par ici qu'il faudrait le placer. Cet édifice semble, d'après les sources, avoir à l'origine abrité un trésor public. Et il est difficile de savoir si on y stocka plus tard des manuscrits, comme c'est le cas à Damas. Et pour Damas, on ne sait pas depuis quand les manuscrits y ont été stockés. Donc je continue avec l'histoire de la mosquée. En 827, le dernier agrandissement majeur, qui est fait par le gouverneur abbasside de l'Égypte à l'époque, double la superficie de la mosquée en suivant le schéma d'origine. Et donc, le périmètre de la mosquée tel qu'on l'a aujourd'hui reflète plus ou moins celui de la mosquée de 827. En 997, la mosquée est replâtrée à la chaux et on en retire la plupart des mosaïques. Et c'est le début pour la mosquée d'une longue phase de déclin, surtout à partir du XIIe, XIIIe siècle, où le bâtiment tombe peu à peu en ruine. Au XIIIe siècle déjà, il semble ne plus être utilisé régulièrement. Une source en parle comme d'un corridor à travers lequel les habitants de la ville passent pour aller d'un quartier à l'autre. Et puis, in extremis, sous les Mamelouks, puis sous les Ottomans, quand quelque chose va s'effondrer, une réparation est faite. Mais vers 1800, donc, quand nos voyageurs européens arrivent à la Grande Mosquée, ils trouvent en fait une ruine qui est entourée de monceaux de débris et qui sert de terrain de jeu à des enfants. Et c'est un enfant qui va amener Zetson à la cache des manuscrits. Et donc, le fait que ce fonds ait pu traverser les siècles pour arriver jusqu'à nous tient plus ou moins du miracle quand on pense aux 600 années qui ont précédé ces découvertes. Donc, je vais me tourner maintenant vers ce que nous savons des Corans dans le contexte de la mosquée d'avant l'an 1000. À l'époque omeyyade, la mosquée reçoit un Coran qui va entrer dans son histoire sous le nom de Coran d'Asma. Il fut commandité par Abd al-Aziz, le gouverneur omeyyade d'Égypte dans les années 700, lorsque Al-Hajjaj
le fameux gouverneur de l'Irak et des provinces orientales de l'Empire, envoie des Corans dans toutes les grandes villes de l'Empire, à partir de l'Irak, dont Fustat. Abdelaziz, qui est le frère du calife, est piqué au vif et il fait faire son propre Coran, dont les sources nous disent qu'il était transporté du palais à la mosquée chaque vendredi matin, qu'il était lu, puis il était ramené au palais. À la mort de Abdelaziz, ce manuscrit va rester dans sa famille. Non seulement il n'appartient pas à la mosquée, mais il semble avoir été successivement racheté par plusieurs héritiers de Abdelaziz, son fils, sa petite-fille Asma, qui en aurait laissé l'usage aux gens, mais qui en garde la propriété. Puis enfin, en 737, un autre fils de Abdelaziz en fait don à la mosquée et y attache un salaire de 3 dinars par mois pour sa lecture. Et ce Coran est encore dans la mosquée à l'époque d'Al-Makrizi, c'est-à-dire vers 1400. Il semble avoir acquis une aura particulière au cours des siècles en raison... Ah oui, j'ai oublié, ça c'est la mosquée avec les amoncellements de débris début 19e. Et ça c'est un Coran qui est probablement du même style que ce qu'a dû être le Coran d'Asma de Fustat. Donc, le Coran d'Asma semble avoir acquis une aura particulière au cours des siècles en raison de son âge, bien sûr, mais aussi de la série de lecteurs de renom qui l'ont utilisé. Et donc l'anecdote du Coran d'Asma suggère que l'idée d'un Coran qui appartient à une mosquée n'allait pas encore de soi à l'époque omeyyade, et encore moins l'acte légal de la dotation, le waqf. On perçoit plutôt une certaine rareté des Corans dans cette mosquée et dans les autres mosquées majeures jusqu'à le milieu ou la fin du 8e siècle, puisqu'on a d'un côté des mentions dans les sources de copies privées du Coran et de l'autre des manuscrits majeurs de grande taille, extrêmement chers, qui sont envoyés par les autorités aux mosquées. Si on ajoute à cette rareté des manuscrits leur coût, on a un chiffre pour le Coran d'Asma dans les sources, 500 à 1000 dinars, une somme énorme. Aussi, la durabilité de leur parchemin, qui est encore tout frais et tout jeune à cette époque. On peut penser que la question des dépôts ne se pose pas vraiment encore à l'époque omeyyade et que, quand il y a un don, le mécanisme pour le gérer est établi au cas par cas. C'est entre la fin du 8e siècle et le 9e siècle que le geste pieux de faire don d'un Coran à une mosquée pour le bien de la communauté semble se répandre. Et cette forme de piété devait attirer les bénédictions sur les donateurs et sur leur âme après la mort, comme le soulignent les notices de Waqf. L'institution même du Waqf, et en particulier du Waqf khayri, à usage public, se développait en même temps au IXe siècle dans la doctrine légale. Et la pratique du don semble se généraliser. Ainsi, au milieu du IXe siècle, déjà, à Fustat, le grand qadi d'Égypte, Al-Harith ibn Meskin, doit nommer un intendant spécifiquement responsable des manuscrits au sein de la mosquée. C'est aussi dans des mêmes décennies du IXe siècle que datent les plus anciennes notices de Waqf qui sont conservées dans les Corans anciens. Bien sûr, on peut y voir le fruit du hasard, mais je penserais plutôt que la croissance de la pratique doit expliquer en partie le fait qu'il y en ait plus qui survivent de cette période. Au Xe siècle, un Irakien amène un Coran qu'il dit être celui de Osman, maculé de son sang, à Fustat. Et donc la mosquée abrite pendant quelques décennies 2 vénérables Corans, celui d'Asma et celui de Osman, entre guillemets, qui étaient lus en alternance et placés sur des kursis dans la salle de prière, jusqu'à ce que les Fatimides fassent retirer le Coran dit de Osman en 989. Et les sources nous disent aussi que certains mettent en cause son authenticité parce qu'il y avait des fautes dedans. La notice du Waqf de ce Coran, donc, datée de 959, est citée verbatim par Al-Makrizi. Elle donne le nom du donateur et, avec d'autres formules d'usage, stipule que le manuscrit doit être conservé, je cite, avec les autres Corans
des musulmans, ce qui renforce pour nous l'idée d'une collection à usage public. Et ce processus de constitution d'une collection parvient à son achèvement en 1012, lorsque le calife fatimide al-Hakim rachète la mosquée aux descendants de Amr. Et il est intéressant de noter qu'il semble qu'elle appartient nominalement encore à des personnes privées à cette époque. Il fait don d'un magnifique lustre d'argent qui porte 700 lampes. On doit détruire une porte et la reconstruire pour le faire rentrer. Et surtout, il fait don de 1298 Corans, dont certains écrits en or, et, nous disent les sources, les gens purent y lire. Si on multiplie le nombre de feuillets par le nombre de feuillets d'un Coran, on voit qu'Al-Hakim, à lui seul, a dû léguer entre au moins 500 000 et 1 million de feuillets à la mosquée, soit beaucoup plus qu'aucun des dépôts découverts depuis le XIXe siècle. Il est donc vraisemblable que des Corans du trésor fatimide se trouvent au sein de la collection de Fustat, mais il reste à en trouver la preuve et ça ne sera pas du tout évident. Donc, au IXe et Xe siècle, nous avons affaire à un dépôt vivant plutôt qu'au cimetière des Corans que nous évoquent les doctrines légales étudiées par Sadan. En ce sens, bien qu'on puisse faire de nombreux rapprochements avec la Guéniza de Fustat, les grandes mosquées sont aussi différentes, puisque dans la tradition hébraïque, il faut conserver tous les manuscrits en caractère hébreu, dont ce qui n'a pas d'usage ou d'intérêt particulier à long terme. Et donc, la question du stockage des manuscrits usés en milieu hébraïque se pose de manière beaucoup plus aiguë. Les Corans qui sont placés à la mosquée de Fustat, par contre, sont destinés à la lecture. Ils sont souvent retouchés, on le voit dans les collections, réparés, etc. Il faut peut-être plutôt les rapprocher des grands codex de la Torah, comme le fameux codex dit du Caire, copié autour du Xe siècle, et dont la notice faite à Jérusalem ressemble à s'y méprendre à un waqf. Les mosquées, il faut bien s'en souvenir, étaient le lieu principal d'enseignement dans le monde islamique, et surtout pour l'étude du Coran. Donc il faut s'imaginer différents recoins de ce vaste espace de la mosquée, utilisé par un maître donné, entouré de son cercle, pour enseigner. Chaque maître devait préférer certains manuscrits en relation avec l'enseignement des récitations et variantes coraniques qu'il privilégiait, et on entend parler dans les sources, Ad-Dani en particulier, d'un échange de savoir sur les types de récitations des différentes régions au sein de cette mosquée. Le plus célèbre maître de l'époque est Al-Shafi'i, mort en 820, qui répand sa doctrine depuis l'enceinte de la mosquée et qui est aussi, au sein même de la mosquée, en conflit ouvert avec les Malikites, bien qu'étant lui-même élève de Malik ben Anas, mais c'est une autre histoire. Du côté des donateurs, on remarque dans les actes de Waqf plusieurs noms de femmes, souvent oubliés des sources écrites, comme Fadl à Kairouan ou une certaine Kulthum bint Yahya à Fustat. Nous avons donc affaire avec la grande mosquée au cœur vivant de la ville médiévale, de sa société et de ses savoirs. À l'intérieur de la mosquée, il faut s'imaginer des Corans de première importance, comme celui d'Asma, exposés sur des pupitres, et un grand nombre d'autres entreposés en lieu sûr et utilisés par ces cercles d'enseignement sous l'autorité du qadi, donc du juge qui en a la responsabilité. Mais entreposés où ? Comme la mosquée de Fustat, celle du prophète à Médine reçoit dans les années 700 un Coran d'Al-Hajjaj venant d'Irak qui est gardé dans un coffre près d'un pôle qui indique la tombe du prophète. Puis, dans les années 770, il est mis de côté près du mihrab, donc quand même pas trop loin, et remplacé par des Corans précieux envoyés par le calife abbasside al-Mahdi dans un coffre avec toute une série de pupitres pour leur récitation. Une autre source, Ibn al-Faqih, nous mentionne pour la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem 16 coffres de Coran, et on peut percevoir un processus comparable à Fustat avec le Coran d'Asma, puis au cours du IXe siècle, de nombreux autres qui sont légués en waqf.
Et donc on peut s'imaginer au sein de la mosquée de nombreux coffres, peut-être des armoires, dans la salle de prière et sous les arcades latérales. Un coffre en bois travaillé, d'ailleurs mentionné pour le Coran attribué à Osman au Xe siècle. Avec le temps, l'accumulation des manuscrits a dû donner lieu à leur stockage dans des pièces séparées. Donc, si je reviens à la mosquée du prophète, en 1175, Ibn Jubayr y voit, et je cite, 2 grands dépôts contenant des livres et Corans déposés en waqf. Pour Fustat, Al-Makrizi mentionne également un certain nombre de khaza'in, c'est-à-dire des dépôts, dont l'emplacement et surtout le contenu ne nous sont pas connus. Le Bayt al-Mal, qui était près du Coran d'Asma, est une autre possibilité, mais là encore, pas de certitude. Peut-être faut-il voir aussi dans le risque de mise à l'écart des manuscrits l'exhortation fréquente dans les actes de waqf « Rahimallah man qara'a fih » Dieu garde celui qui le lira. Peut-être que cela veut aussi dire « ne m'oubliez pas » dans un coin obscur, justement, puisque la lecture et l'utilisation du manuscrit pour le bien des musulmans doit être à la source des grâces reçues par le donateur. Les pratiques ont pu varier selon les provinces et selon la doctrine suivie par le qadi en charge de la mosquée. Un exemple intéressant est celui de Sufyan al-Thawri, l'un des grands théologiens proches des Omeyyades, qui aurait recommandé de brûler les livres chrétiens ou juifs usés si leur contenu n'était pas certain. Donc il est licite de les brûler si on n'est pas sûr de ce qui se trouve dedans. Et donc la proposition inverse doit être vraie, c'est-à-dire que si on a une Torah ou un évangile, du moment qu'ils sont reconnus comme tels, ils doivent être conservés. Et cela fait penser au fait que de nombreux manuscrits chrétiens sont conservés ou étaient conservés dans le dépôt de Damas, mais qu'on ne retrouve pas de manuscrits chrétiens ailleurs. Et le cas de Fustat est intéressant puisque la population chrétienne, au début de l'islam, y est très importante. Voilà donc, en somme, un horizon passionnant qui reste à explorer plus en profondeur, à commencer par une étude détaillée des notices de waqf et des écrits légaux de l'époque. Merci.